Une semaine que l'Ukraine doit faire face à une attaque russe dans la région de Kharkiv. Des combats intenses et difficiles pour l'armée de Kiev. Mais pour Volodymyr Zelensky, le pire est peut-être à venir. Cette offensive, elle ne serait que la partie visible de l'iceberg et il s'attend à une attaque, de niveau national dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Ils le veulent, ils veulent attaquer. Ils comprennent que conquérir Kharkiv est très difficile. C'est une grande ville et ils comprennent que nous disposons de forces qui combattront longtemps. Cela signifie qu'ils doivent déployer de grandes forces pour y parvenir. Par conséquent, le plus important pour eux est d'éloigner autant que possible nos troupes de l'Est. Il pourrait s'agir de plusieurs vagues. Autrement dit, il y a eu la première vague et la situation là-bas, comme je vous l'ai dit, est sous contrôle après la première vague. Il risque d'y avoir d'autres vagues, oui, mais en attendant, c'est bien Kharkiv qui est en danger. Les Russes peuvent-ils parvenir à leur fin dans cette région? Pour tout comprendre, c'est le temps des cartes. Avec vous, Aurélien Duchesne, comme chaque semaine. Alors en effet, dans cette région, les Russes le disent, mais l'Ukraine le confirme également. Dans cette région, on a progressé d'une dizaine de kilomètres dans ce sens. Comment elle a réussi à réaliser cette prouesse, finalement, la Russie, en si peu de temps? Une dizaine de kilomètres et des progrès qui sont localisés à peu près ici, la région dite de Vovchansk et par ici. Des progrès qui sont certes ralentis notamment parce qu'il y a une forte concentration urbaine, deux villages qui évidemment freinent l'avancée des Russes. Mais pourquoi les Russes ont-ils pu pénétrer à ce point? Tout d'abord, on parle, d'après les Ukrainiens, de 30 000 hommes avec les moyens organiques afférents. Les moyens organiques, c'est par exemple les blindés ou l'artillerie. Et enfin, les Ukrainiens ici étaient moins renforcés en termes de fortification qu'ils ne le sont sur d'autres points du front. Pourquoi ? Parce que depuis des semaines précédant l'attaque, les Russes, par exemple, faisaient des opérations de reconnaissance, voire de frappe. Il faut rappeler que Kharkiv est sous les frappes russes depuis des mois, ça n'a jamais arrêté. Eh bien, il est beaucoup plus difficile pour les Ukrainiens de masser des troupes et de faire des fortifications dans cet endroit quand ils sont en permanence sous l'observation, voire le feu des Russes. Alors justement, quand même, Volodymyr Zelensky, il se veut plutôt rassurant. Il dit que cette attaque, elle est contenue. Alors comment est-ce qu'on a réalisé, là aussi, cet effort? C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que, comme dans des villes comme Soumy, on a réalisé ce genre de tranchées qui sont des fortifications qui permettent d'avancer, les positions et d'empêcher la Russie d'avancer? Est-ce que ça, c'est ce qui a vraiment changé la donne ou pas du tout? Ça joue car ce sont certes des fortifications rudimentaires, mais comme on le voit sur d'autres points du front, par exemple le Donbass, ça peut ralentir. Vraiment, ce sont des procédés de la Première Guerre mondiale, mais qui marchent encore évidemment en 2024. Ce qui manque par contre aux Ukrainiens, c'est que certes, ils peuvent déployer de nouveaux éléments. On parle par exemple d'éléments pris dans des brigades blindées, des brigades mécanisées qui ont été déployées sur ces parties-là du front. Sauf que cela revient aussi quelque part à faire le jeu des Russes. Pourquoi? Parce que l'intérêt pour les Russes de démultiplier les nouveaux fronts comme ici, c'est surtout de faire en sorte que les Ukrainiens qui sont en infériorité numérique avec des problèmes notamment de turnover, c'est-à-dire de renouvellement de leurs forces, les Ukrainiens doivent encore étirer leur front pour faire face à la pression russe. Donc les Ukrainiens peuvent résister, ils peuvent mettre des éléments sur le front, mais dans la durée, c'est de plus en plus compliqué. Mais bonne nouvelle quand même, on apprend par Volodymyr Zelensky là aussi qu'on manque de moins en moins d'artillerie. Regardez ce qu'il dit. Pour la première fois pendant la guerre, aucune brigade ne s'est plainte de l'absence d'obus d'artillerie et ça dure depuis 2 mois. Comment est-ce qu'on n'a pas vu venir, cette profusion, j'allais presque utiliser ce mot-là, d'artillerie? Est-ce que ça va vraiment faire une différence? Alors, on est un peu entre deux cycles, parce qu'il y avait eu un moment où, entre d'un côté le blocage de l'aide américaine, les Européens qui sont en flux tendu, c'est-à-dire qu'on envoie vraiment presque au prorata de ce qu'on produit désormais, parce qu'on commence à manquer de stock. Les Ukrainiens étaient dans une phase extrêmement difficile. Pour donner un chiffre, sur l'ensemble du front, le rap-feu, c'est-à-dire le rapport de feu, était de 1 à 10 en faveur des Russes, 1 à 20 par endroit. Là, maintenant, les Ukrainiens commencent à être réapprovisionnés. Et encore, ça augmentera avec l'aide américaine. Mais le problème, justement, quand on parle de cycle de réapprovisionnement, c'est que beaucoup d'analystes, notamment américains, estiment que les Russes voudraient profiter de l'avantage qu'ils ont maintenant avant que les Ukrainiens ne se renforcent, notamment du fait de l'aide américaine. Justement, les Ukrainiens qui disent, malgré tout, et ça vient notamment du commandement militaire, qu'il va y avoir des batailles difficiles. Alors, où, et en quoi elles seront difficiles, Aurélien Duchesne, vous qui connaissez ça par cœur? Il y a d'abord, sur le front du Donbass, si l'on en croit par exemple le ministère de la Défense britannique, les 3/4 des actions offensives de la part des Russes depuis le mois de mars se sont concentrées autour de Tchassiv Yar dans le Donbass. Et il y a sur ces parties-là du front, alors des opérations offensives qui ne visent pas par exemple à s'emparer de Kharkiv. Kharkiv, c'est 1,5 million d'habitants, on dit souvent c'est la deuxième ville d'Ukraine, accessoirement c'est une des plus grandes villes d'Europe, donc 30 000 hommes, ça n'est certainement pas suffisant pour s'emparer d'une telle ville. En revanche, la stratégie d'ensemble, encore une fois, même si on élargit à l'ensemble du front, c'est que les Ukrainiens seront obligés d'étendre leurs forces, alors que les Russes, eux, sur tous les fronts,
Je prends par exemple celui-ci. Vous avez la région de Robotyn. Robotyn est un village qui a été un peu emblématique de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023. C'était l'une des premières localités qui avait été reprise. Bon, Robotyn serait, en tout cas le front, serait repassé aux mains des Russes. De la même manière, au niveau de Kherson, les Ukrainiens avaient réussi à établir des têtes de pont de l'autre côté du Dniepr. Là encore, le front est assez figé. Et tout le problème, encore une fois, c'est surtout au niveau du Donbass. Pourquoi ? Parce que l'objectif affiché des Russes est de conquérir l'ensemble des deux oblasts du Donbass. Et c'est là que les actions offensives vont rester les plus vives. Merci beaucoup Aurélien. Alors on a justement la chance d'avoir des équipes, nous ici à LCI et TF1, justement à Kharkiv. Équipe dont vous êtes d'ailleurs Thomas Misraki. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous aujourd'hui. Alors c'est vrai, on l'a entendu, Volodymyr Zelensky, il se montre plutôt rassurant. Il dit que tout cela est contenu. Mais vous, justement, qui êtes sur place, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que les taux se resserrent ou pas au final? Avant de vous parler de ce qu'on a pu constater hier avec Thibaut Bruck, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, rien que dans la région de Kharkiv, 257 km² conquis par les Russes sur les 8 derniers jours. Si l'on ajoute à cela ce qui a été conquis dans le Donbass, on monte à près de 280 km², ce qui représente en 8 jours seulement la moitié de ce qu'ont conquis les Russes sur l'ensemble de l'année 2023. Donc ça souligne l'offensive en cours, non seulement ici dans le nord de l'Ukraine, mais aussi sur la partie est de ce front. Hier, nous nous sommes approchés du front nord avec Thibaut Bruck. Ce que l'on a pu constater sur la ville de Vovchansk, ce sont des combats extrêmement violents. L'artillerie russe était évidemment très active. Il y avait aussi beaucoup de bombardements avec des bombes guidées qui sont très utilisées par les Russes ces dernières semaines. Au-delà de cette ville de Vovchansk, dont on va reparler tout à l'heure évidemment, les combats ont aussi lieu vers l'est de cette ville où les Russes revendiquent la prise de 2 villages. Sur la ville de Vovchansk, la situation est stabilisée. Attention, stabilisée, ça ne veut pas dire que les Ukrainiens contrôlent la situation. Ça veut dire que l'avancée russe a été ralentie. Des renforts ont été envoyés, mais l'un des soldats à qui nous avons pu parler hier nous disait la chose suivante. Nous avons les moyens de tenir quelques jours, mais si les renforts russes arrivent, ça va être très compliqué. Les choses vont se passer très rapidement en notre défaveur. Ce qui se passe ici en ce moment est pire et plus rapide que ce qui s'est passé à Bakhmout. Il y a aussi, Thomas, de nombreux civils évacués. Comment ça se passe pour eux? On parle de 10 000 personnes. Oui, près de 10 000 personnes. Alors on a pu en rencontrer quelques-uns hier qui ont réussi à quitter cette ville de Vovchansk et ses environs, parce que ces civils sont évacués de l'ensemble de la partie nord. Il faut bien comprendre que Vovchansk, c'est à moins de 5 km de la frontière russe. Donc tous les villages qui se trouvent dans ces environs-là ont des habitants qui sont en train de fuir. Certains d'entre eux nous disaient on est resté pendant l'occupation en 2022, mais cette fois c'est trop violent, il n'y a plus moyen de rester sur place. La ville de Vovchansk pourrait être complètement rayée de la carte, par exemple, dans les semaines qui viennent, si les combats se poursuivaient de la manière dont ils sont en cours. Ces personnes-là sont évacuées, mais le seul problème qu'il y a pour l'instant, c'est que les accès de sortie de ces villes sont sur des routes qui sont désormais sous le feu russe. Donc c'est très difficile de faire sortir ces personnes-là. Pour vous donner un ordre d'idée, on a rencontré un convoi d'évacuation hier. On attendait d'en voir un second. On est remonté vers la ville de Vovchansk pour aller à leur rencontre. Et à mi-chemin, les militaires ukrainiens nous ont arrêtés tout simplement parce qu'il y avait trop de bombardements et on ne pouvait plus poursuivre sur cette route ces hommes et ces femmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de quitter ces environs, ont dû rester sur place. Dans la région, Thomas, Kiev accuse Moscou d'exactions. On parle notamment de civils qui auraient servi de bouclier humain. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre à ce sujet en étant justement si près de cette zone ? Alors on a pu rencontrer hier l'un des chefs de la police de Vovchansk. Alors attention, il faut bien être clair là-dessus. Nous, on n'a aucun moyen de vérifier ce qui nous est dit d'un côté comme de l'autre parce que les combats sont trop importants et donc on n'a pas pu aller sur place au centre-ville pour constater ce qui nous a été dit. Ce qu'a dit ce chef de la police, c'est qu'il y avait des exactions et qu'il y avait des prises d'otages. Je vous propose de l'écouter. Cela est un fait avéré et ce n'est pas le seul. Les civils se font tirer dessus et les Russes ne les laissent pas venir vers le territoire que nous contrôlons. Depuis le 10 mai, 12 civils sont décédés. Au moins l'un d'entre eux a été abattu par un soldat russe.
Pour vous donner une idée de l'ampleur de la crise humanitaire en cours dans cette ville de Wolfschanz, avant l'invasion totale du mois de février 2022, elle comptait 18 000 habitants. Selon les officiers de police à qui on a pu parler hier, il ne resterait que quelques dizaines de personnes dans cette ville aujourd'hui. Merci infiniment Thomas Misraki, merci également à Thibaut Bruck qui vous accompagne pour cette mission en Ukraine. Alors le plus étonnant, chers experts, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine ces dernières heures. Il a pris la parole pour dire non, en fait, Kharkiv, non seulement on n'essaye pas de la prendre, mais en plus ça ne nous intéresse même pas. Écoutez. C'est de leur faute. La Russie essaie de remplacer la tête malade de l'Ukraine par une tête saine. Et ils nous blâment pour les événements tragiques d'aujourd'hui. Mais c'est le résultat de leur politique. En ce qui concerne ce qui se passe dans la direction de Kharkiv, c'est aussi de leur faute, parce qu'ils ont tiré et continuent de tirer. On le voit d'ailleurs avec le bombardement des quartiers résidentiels de la frontière, y compris ceux de Belgorod. Mais c'est aussi là que des civils meurent. C'est tout à fait clair. Ils tirent sur le centre-ville, sur le quartier résidentiel. Et j'ai dit publiquement que si cela continuait, nous allions devoir créer une zone de sécurité, une zone sanitaire. La zone est ouverte. C'est ce que nous faisons. Et en ce qui concerne Kharkiv, il n'y a pas de projet à ce jour. Il n'y a pas de projet à ce jour sur Kharkiv. Vincent Hugues, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Est-ce que c'est parce que son armée jusque-là ne fait pas le job, qu'il veut essayer de garder un peu la face? Plusieurs facteurs peuvent présider, si l'on s'échine à produire une analyse rationnelle. D'abord, Poutine procède souvent par antiphrase. C'est-à-dire que vous prenez l'exact contraire, le symétrique, de ce qui est énoncé pour avoir le fond de sa pensée. Deuxièmement, le lieu et le moment ne sont pas anodins. Il est en Chine et il vient, en duo avec son ami Xi Jinping, d'expliquer que Moscou et Pékin sont les acteurs de la paix mondiale. Donc ce n'est pas le moment ni l'endroit pour tenir un discours hyper belliciste. Ouais. Et puis, troisième élément, on sait qu'il gravite dans un univers parallèle, mais j'observe également cette référence qui est quasiment obsessionnelle au début de son propos, tête malade, tête saine. Il y a toujours ces métaphores, je dirais, médicales, organiques, entre le toxique et le sain, l'impur et le pur. Donc même dans une occasion comme celle-là, il ne peut pas s'empêcher d'apporter cet élément qui, à mon sens, relève plus de la psychanalyse que de la science politique. Aline Lebesgue-Kramer, et si finalement il n'avait pas raison, est-ce que peut-être n'a-t-il aucune envie de reprendre Kharkiv, mais juste de s'assurer qu'il y ait en effet cette zone tampon de sécurité pour lui, j'allais dire. Ça, c'est possible quelque part. A priori, il ment. Ça lui arrive assez régulièrement, si je puis me permettre, parce qu'il y a quand même plusieurs éléments qui en attestent. Déjà, je pense que les civils de Belgorod, il n'en a strictement rien à faire. Ce n'est pas le sujet de Vladimir Poutine. Je pense que si, en effet, il tient ce propos en Chine, ça, c'est exactement à dessein, parce que tout de même, la Chine ne condamne pas l'agression, mais elle respecte, en tout cas dans le discours public, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc il y a suffisamment de commentaires sur l'ambiguïté de la position de la Chine, etc. Maintenant, on sait aussi à quel point Kharkiv, c'est de l'ordre de... Dans ses obsessions à Vladimir Poutine, il y a la ville de Kharkiv qui a une position importante dans l'imaginaire russe parce qu'il l'a cité dans plusieurs discours, parce qu'il rêve d'en faire une espèce de république populaire soviétique, comme il l'a fait, parce que Kharkiv a été la capitale de l'Ukraine soviétique de 1920 à 1934. Donc dans ses rêves les plus fous, il y a cette reprise en main de cette zone. Donc tout concorde avec le fait qu'ils veulent attaquer Kharkiv, qu'ils veulent terroriser la population. Ça veut dire que ce n'est pas tant pour, j'allais dire, l'importance de la ville, qui est quand même encore une fois la deuxième d'Ukraine, que pour le symbole que ça représente. Oui, le symbole, notamment. Parce qu'il y a la géographie, donc on voit bien qu'effectivement elle est quand même proche de la frontière, donc c'est la deuxième grosse ville d'Ukraine qu'il s'imagine être accessible, ce qui n'est toujours pas le cas au passage, mais il y a un symbole particulier parce que dans son esprit obsessionnel, il y a l'éternel mélange entre les populations ukrainiennes qui seraient russophones, donc russophiles, que n'est jamais le cas, et encore moins le cas depuis le février 2024. Donc
il y a tout ça qui se joue. Donc on sait que c'est un objectif pour lui, qu'il cherche à l'agresser. Et donc, à ce moment précis de la situation en Chine et parce qu'il n'y arrive pas, finalement c'est une sorte de rétropédalage de surface, parce que effectivement les Ukrainiens craignent qu'il y ait que ce fût une simulation de retentatives d'agression à grande échelle, qu'il teste les défenses, qu'il cherche à, comme ça a été rappelé par Aurélien, à étirer le front, à disperser les ressources et les réserves. Mais en tout cas, ce que l'on sait, en tout cas, et ce dont je suis absolument certaine, c'est que les habitants de Kharkiv sont quand même extrêmement inquiets et qu'ils souffrent un maximum, et de rappeler ce qui se passe à Vovchansk aussi, parce que ce qu'on craint aussi à Kharkiv et partout en Ukraine, c'est un second Boutcha, parce qu'on parle de gens bloqués dans les souterrains, on parle d'exécution, on parle de quelqu'un qui a été une personne dans un fauteuil roulant qui a été exécutée par la meute. Humains qu'on mentionnait effectivement à l'instant. D'autant que ce qui ne va pas aider les Ukrainiens, Patrick Gautras, c'est que le Pentagone a refusé d'autoriser l'Ukraine à frapper la Russie avec les armes américaines. Ça, évidemment, ça a beaucoup contrarié Volodymyr Zelensky. En ce qui concerne les capacités, ils peuvent tirer n'importe quelle arme depuis leur territoire vers le nôtre. C'est le plus grand avantage de la Russie. Nous ne pouvons rien faire face à leur système, qui sont situés sur le territoire de la Russie. Avec les armes fournies par l'Occident, nous n'avons pas le droit de le faire. Si je me tourne vers vous, Patrick Gautras, c'est parce que cette question, elle est éminemment diplomatique, en vérité. En effet, on comprend bien que la Russie et l'Ukraine ne se battent pas à armes égales sur ce terrain-là. Et en même temps, si, effectivement, les Occidentaux laissaient faire, là, il y aurait un vrai risque d'escalade. Alors, juste un mot sur ce qui vient d'être dit. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. On a un florilège des mensonges caractéristiques. Avec Poutine, on a la chance, chaque fois qu'il dit quelque chose, de penser qu'il fera exactement le contraire. Et ces obsessions historiques, pseudo-historiques, Kharkov, n'oublions pas, était un grand moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour Poutine un symbole. Donc je suis convaincu, personnellement, qu'il veut y aller. Mais il a pour l'instant 30 000 hommes, et c'est sûrement pas suffisant pour une ville de cette taille. Pour revenir à votre question, les Américains sont tétanisés à l'idée de choquer, si je puis dire, leur partenaire, entre guillemets, nucléaire. C'est-à-dire qu'avec la Russie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Et donc, de laisser les Ukrainiens se défendre en toute justice, c'est dangereux. Et je note quand même que sur le front occidental, entre grandes puissances, il y a une certaine divergence. Monsieur Cameron, il y a quelque temps, a dit exactement le contraire. Et 2 semaines à peu près. 2 semaines. Et les Français, voyant l'humeur de M. Macron en ce moment, depuis un certain nombre de semaines, je pense, iraient peut-être dans le même sens. Les Allemands, je suis plus sceptique parce qu'ils sont quand même très fluctuants. L'affaire des Taurus, pour moi, est particulièrement choquante. Mais l'attitude américaine, après notre euphorie des 61 milliards de dollars, moi, me paraît très préoccupante. Et diplomatique est un mot extrêmement poli pour qualifier l'attitude de l'administration américaine en ce moment.